plus fréquente en fonction de l'âge et que plus d'un patient sur 5 de plus de 60 ans présente une rupture de coiffe qui peut être ou pas symptomatique. Alors, quels sont les facteurs favorisants de ces tendinopathies? On va retrouver souvent une activité professionnelle ou une activité physique manuelle avec des mouvements répétitifs, des mouvements de force. Dans l'interrogatoire, on peut retrouver aussi une intoxication tabagique. Ce tabac bouche les petits vaisseaux au niveau des extrémités et empêche la cicatrisation des tendons. Certains médicaments, comme les statines, peuvent être incriminés dans les tendinopathies. On retrouve aussi des facteurs anatomiques, comme les acromions crochus, et certaines maladies métaboliques, comme le diabète, les dysthyroïdies et l'hypertension. Enfin, deux facteurs principaux, la notion d'un traumatisme en cas de choc direct ou indirect sur le moignon de l'épaule. Les patients peuvent présenter une rupture de coiffe et ce ne sera pas les mêmes traitements qu'une rupture de coiffe dégénérative. On va essayer de bien faire la distinction pendant le topo et pendant les cas cliniques. Et ensuite, bien sûr, en fonction de l'âge, on ne fait pas le même traitement médical ou chirurgical à un patient de 40 ans qui a une rupture de coiffe ou à un patient de 75 ans. Une fois que cette tendinopathie est installée, soit on va réussir à passer outre avec un traitement médical adapté, soit une rupture de coiffe va s'installer. On le sait, c'est l'évolution naturelle d'une rupture de coiffe. Après quelques années, on a, du fait que le tendon n'est pas attaché sur les tubérosités au niveau de l'épaule, une atrophie au niveau du muscle et une dégénérescence graisseuse. C'est l'apparition de cellules graisseuses, des adipocytes, au niveau du muscle, et ces cellules remplacent les cellules musculaires. Une fois que le muscle est atrophié et dégénéré, il sera non fonctionnel et ça ne servira plus à rien de le réparer. Quand ce muscle n'est plus fonctionnel, on a une déstabilisation au niveau de l'articulation gléno-humérale avec la tête qui va s'ascensionner, frotter contre l'acromion, avec une acétabilisation de l'acromion, et on va observer une omarthrose excentrée, donc avec une rupture de coiffe des rotateurs. Alors, de quoi se plaignent les patients? Ils viennent nous voir pour différents types de douleurs. La plupart du temps, c'est des douleurs d'horaire mixte, surtout à recrudescence nocturne. Il peut s'agir d'une impotence fonctionnelle, d'une diminution des mobilités articulaires en actif ou en passif, ou dans les deux cas, ou bien une perte de force. Je passe sur l'examen clinique qui serait un peu long, mais on a 3 grands tableaux dont on doit faire face. Soit la plupart du temps une épaule hyperalgique avec la douleur en premier plan. Les patients se plaignent aussi d'une perte de force mais gardent une certaine mobilité. L'épaule pseudo-paralytique qui est chez des patients qui conservent des mobilités passives mais qui n'ont plus de mobilité active, qui fait souvent suite à un traumatisme. Et dans ces cas-là, les patients présentent peu de douleur. Et enfin, l'épaule gelée ou pseudo-capsule rétractile lorsque les mobilités sont diminuées à la fois en passif et en actif. Alors, quels examens demander? Arthroscanner, IRM, arthro-IRM. Il faut rester simple et standard et pas cher. 2 examens qui nous donnent beaucoup de renseignements. Une radiographie simple de face et de profil qui permettra d'éliminer des choses simples, une calcification, une arthrose, soit gléno-humérale, soit acromio-claviculaire qui peut être source de douleur. On regardera aussi la distance, l'espace entre l'acromion et la tête humérale qui, lorsqu'il est diminué, peut être signe d'une rupture de coiffe, et éliminer une tumeur, ce qui est rare mais très grave. L'échographie, elle nous donnera d'autres renseignements. Est-ce qu'il existe une tendinopathie, une rupture, transfixion ou non d'un ou plusieurs tendons, et s'il existe un conflit lors des manœuvres dynamiques. En cas d'anomalie d'un de ces examens, en cas de rupture de coiffe, il faut passer au stade d'au-dessus, donc c'est l'arthroscanner ou l'IRM. Cet examen nous donnera d'autres renseignements importants et cela nous dictera la conduite à tenir. Il indiquera donc le nombre de tendons atteints, leur localisation, s'il existe une amyotrophie ou une dégénérescence graisseuse, et l'état du cartilage et la position du biceps aussi. 2 exemples simples d'arthrographie. Sur la photo de gauche, une arthrographie normale avec le produit de contraste au niveau de l'articulation, sans fuite, avec, ici on voit bien de la gouttière du biceps qui est normalement infiltrée. De l'autre côté, sur la photo
de droite, excusez-moi, une rupture transfixiante, voilà, avec une fuite de produit de contraste dans l'espace sous-acromial, signe d'une rupture de coiffe. Ici, une autre vue sur la coupe frontale, donc à gauche. Ici, une petite rupture de coiffe, une rupture transfixiante du sus-épineux. On voit le produit de contraste qui passe de l'articulation à l'espace sous-acromial. On voit que le tendon n'est pas rétracté. D'accord. Et voilà, on voit d'autres éléments qui sont décrits sur cette coupe de scanner. Et sur la coupe sagittale, on voit l'étendue de la rupture en antérieur et en postérieur. C'est là où il y a tout le produit de contraste. On voit que tout le sus-épineux est atteint, avec en avant un sous-scapulaire, un tendon du biceps sain, et en arrière, un tendon du sus-épineux sain. Qu'est-ce que la dégénérescence graisseuse? J'en ai déjà parlé. Elle est fondamentale, comme je vous l'ai évoqué, sur la réparabilité du tendon. Voilà, il y a différents stades. Ici, vous voyez au niveau du sous-épineux, c'est le muscle qui est ici en arrière de l'épine de la scapula. Ici, qui est parfaitement sain, c'est normal. Et ici, au 4e stade, qui est complètement infiltré, dégénéré et rempli de graisse. Alors, quel traitement proposer? Un traitement médical, un traitement chirurgical? Quand et à qui? Le traitement médical, ce que Céline va nous décrire dans quelques instants, voilà, il comporte un repos de l'articulation, un traitement par anti-inflammatoire, antalgique, une rééducation adaptée qui aura pour but une lutte contre la douleur et une conservation des amplitudes articulaires, notamment en passif, associée à un recentrage de l'épaule. On peut y associer une ou des infiltrations. Dans l'arsenal du chirurgien, différents traitements. Le gold standard, ça reste la réparation des tendons rompus, ce qui paraît logique, mais on peut aussi réaliser une réparation partielle de ces tendons et une ténotomie du biceps, notamment chez les personnes plus âgées, pour les soulager de la douleur. Un lambeau de grande dorsale dans certaines ruptures irréparables de la coiffe des rotateurs, chez des patients jeunes, voire une prothèse inversée lorsqu'il y a une omarthrose qui est associée. Alors, les indications vont dépendre de différents facteurs. Tout d'abord, l'âge, dont j'ai déjà parlé, l'âge fonctionnel. Aujourd'hui, à 75 ans, on n'est pas vieux. On peut encore jouer au tennis, faire de la randonnée et être hyperactif. Donc, on va bien sûr s'adapter à l'âge fonctionnel de chaque patient. En fonction du degré de rétraction des tendons, on verra s'ils sont réinsérables ou pas. Ce que je viens de décrire juste avant, la stade d'amyotrophie et la dégénérescence graisseuse de chaque muscle. Si elle est supérieure au stade 3 ou 4, il ne faut pas les réinsérer, ça donne des mauvais résultats fonctionnels, c'est prouvé dans la littérature. Bien sûr, la motivation et le métier du patient, s'il est garagiste et droitier et qu'il a 40 ans, on aura tendance à plus le réinsérer et rapidement. Et enfin, le résultat fonctionnel, après une rééducation adaptée, après un traitement médical bien conduit, on aura tendance à opérer les patients si ce n'est pas suffisant. Alors, chez qui il faut un peu accélérer ce traitement médical et peut-être envisager une chirurgie un peu plus rapide, je vous l'ai déjà évoqué, c'est sur les ruptures traumatiques chez les gens jeunes, sportifs, motivés, et avec une rupture importante, où on sait que cette rupture va s'aggraver et va déstabiliser la tête et engendrer une omarthrose excentrée. Alors, peut-on rejouer au tennis après rupture de coiffe? C'est un exemple simple, c'est des choses que les patients peuvent demander à la consultation. Ça, c'est pour ceux pour qui la chirurgie d'épaule a mauvaise réputation, où on dit que la coiffe c'est long, ça ne marche pas, la chirurgie. Vous voyez, voilà 2 séries, dont une multicentrique, qui montre que 4 patients sur 5 reprend le tennis au même niveau, avec une médiane à 10 mois. Mais c'est possible, on y arrive, et c'est ce qu'on explique aux patients à la consultation, mais c'est juste ça peut être long. Alors enfin, pour conclure, un arbre diagnostique qui peut aider chacun dans sa pratique quotidienne et pour avoir les idées plus claires. Voilà, pour des patients qui présentent une douleur et une impotence fonctionnelle de l'épaule. Bien sûr, vous les examinez, vous éliminez une fracture en faisant une radiographie simple, et puis bien sûr en fonction du contexte. Après les avoir examinés, vous leur prescrivez la radio et l'écho, et on peut déjà commencer à les rééduquer simplement, sans douleur, avec des choses simples. En fonction des résultats de la radio et de l'écho, si ces résultats ne montrent pas d'anomalie particulière et si le patient est amélioré, on poursuivra la rééducation. S'il y a une rupture de coiffe ou une anomalie sur le bilan d'imagerie ou si le patient n'est pas amélioré, stade
stade d'après, avec un arthroscanner ou une IRM, plus ou moins une consultation avec un spécialiste. À ce stade-là, 4 familles de pathologies peuvent être distinguées, pour résumer. Les tendinopathies calcifiantes et les non calcifiantes, les ruptures de coiffe et les pathologies atypiques. Dans les pathologies atypiques, 3 sous-familles. Tout ce qui est instabilité de l'épaule et les lésions du bourrelet glénoïdal. Celle-là, il faudra discuter s'il faut les opérer avec un autre bilan, donc je ne vais pas détailler. Les capsulites avec la raideur en passif au niveau de l'épaule. Celle-là, donc, c'est un traitement médical, bien sûr, qui est indiqué. Les compressions du nerf suprascapulaire, c'est des patients qui se plaignent de paresthésie diffuse mal systématisée dans le membre supérieur, pour lesquels il faudra réaliser un électromyogramme. En cas de rupture, en fonction de l'âge, mais de l'âge fonctionnel que je vous ai décrit tout à l'heure, et en s'adaptant bien sûr à chaque patient, chez les moins de 65 ans, on considère que c'est encore des patients jeunes, dynamiques, qui la plupart travaillent. On aura tendance à être un peu plus agressif et à leur proposer un traitement chirurgical pour, bien sûr, diminuer les douleurs, qu'ils récupèrent des mobilités et une force convenable, et pour lutter contre l'évolution vers l'homme arthrose excentré, en les prévenant bien sûr que tout ça est long, en moyenne au moins 6 mois pour une coiffe. Après 75 ans, on considère les patients, les patients qui sont considérés comme plus vieux, on leur proposera la suite du traitement médical, avec la rééducation, une chirurgie à minima qui est un débridement ou une réparation partielle des tendons de la coiffe associée à une ténotomie du biceps, ou une prothèse inversée en cas d'homarthrose. Et enfin, tous les patients d'âge intermédiaire, ça sera en fonction des critères que je vous ai énumérés tout à l'heure. On s'adaptera, on leur proposera soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical. Pour les autres tendinopathies, Céline va reprendre le relais. On commence bien sûr toujours par le traitement médical qui associe des antalgiques, une rééducation adaptée, des ondes de choc, une infiltration, plus ou moins des PRP, en s'adaptant à chacun. Pour les tendinopathies calcifiantes, s'il y a un échec de traitement médical, on peut leur proposer une évacuation de ces ou cette calcification sous arthroscopie, en général après 6 mois. Pour les tendinopathies non calcifiantes, après le traitement médical, attention, il existe des lésions superficielles ou interstitielles de la coiffe, donc bien vérifier qu'ils aient eu une IRM dans leur bilan. Ces lésions-là, on peut leur proposer de les réparer sous arthroscopie aussi, en cas d'échec du traitement médical. Je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, Céline va prendre le relais. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui exclusivement de la prise en charge médicale des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Donc, ces tendinopathies peuvent être classées en 5 catégories. Les tendinopathies non rompues calcifiantes, les tendinopathies, elles-mêmes sous-classées en 4 types en fonction de leur aspect radiologique, le type A, B, C ou D. A, B, C, D, oui, c'est ça. Ensuite, on a les tendinopathies non rompues, non calcifiantes. Les Ça ne fonctionne pas. Non. Ah, ça y est. Pardon. Ça a mis un petit peu de temps. Donc, les tendinopathies non rompues, non calcifiantes. Les tendinopathies rompues avec rupture partielle. Donc, dont il existe 3 entités en fonction du site de la rupture, superficielle, profonde ou interstitielle. Les tendinopathies rompues avec les ruptures transfixiantes. Et enfin, les ruptures complètes avec homarthrose excentrée. Donc, quand elles ne relèvent pas de la chirurgie en urgence, en fait, toutes ces pathologies doivent bénéficier d'un traitement médical bien conduit pendant 3 à 6 mois. Ça y est, de nouveau. Problème. Ça avance pas. Je sais pas. J'aimerais bien que ça fonctionne. Voilà.
on va essayer de continuer comme ça. Donc ce traitement, il aura pour but, comme tu l'as dit Amaury, d'atténuer la douleur, d'améliorer la mobilité de l'épaule, de promouvoir la cicatrisation du tendon, de renforcer la musculature de la ceinture scapulaire et de prévenir toute atteinte fonctionnelle du membre supérieur. Pour cela, nous avons à notre disposition tout un arsenal thérapeutique, à commencer par les antalgiques médicamenteux, au premier rang desquels les anti-inflammatoires non stéroïdiens. La cryothérapie locale ou encore les ultrasons pourront être utilisés à but antalgique. À noter que ces derniers, donc les ultrasons, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en dehors des tendinopathies calcifiantes. L'épaule sera par ailleurs mise au repos, voire parfois immobilisée de manière relative et le moins longtemps possible en cas de traumatisme initial ou de crise hyperalgique des tendinopathies calcifiantes. L'utilisation du bras au-dessus de l'horizontale et les mouvements répétés ainsi que le port de charge lourde, de port de charge tout court à bout de bras sera proscrit. Et un programme de rééducation sera débuté dès que possible. Donc, il sera d'abord supervisé à raison de 2 à 3 séances par semaine et il devra être poursuivi par le patient seul à domicile avec des exercices de mobilité articulaire et d'étirement quotidien. Donc, ce programme de rééducation il sera fondé sur le diagnostic anatomique, le bilan étiologique et l'évaluation analytique des déficits. Et il combinera plusieurs types d'exercices. Donc d'abord la thérapie manuelle, les exercices d'étirement capsulaire et musculo-tendineux, des exercices posturaux, on corrigera une kyphose de la colonne cervico-dorsale, une protraction des épaules avec antériorisation de la tête humérale, des exercices de mobilité articulaire, des exercices de contrôle neuromusculaire et de réentraînement moteur, des exercices de renforcement et de stabilité, et enfin un travail spécifique aux gestes professionnels et aux gestes sportifs, ou aux gestes sportifs. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur la prise en charge en rééducation de l'ankylose, qui devra être une priorité et donc systématiquement dépistée. En effet, on n'opère pas une épaule raide et on ne se sert pas non plus d'une épaule raide. C'est plus compliqué. Donc cette épaule raide, elle bénéficiera d'un travail doux, passif et non douloureux, idéalement d'une balnéothérapie et d'une auto-rééducation quotidienne à domicile. Donc devant l'échec du traitement antalgique de première intention, des infiltrations de corticoïdes retard pourront être effectuées, au maximum 3 à 4 semaines d'intervalle. Dans l'espace sous-acromial, en cas de rupture partielle superficielle de tendinopathie calcifiante et de conflit sous-acromial, et en intra-articulaire pour les ruptures partielles profondes, voire transfixiantes et les pathologies du biceps. Un traitement particulier pourra être réservé aux calcifications type A ou B en échec thérapeutique à type de ponction, lavage, aspiration. Enfin, je terminerai ce catalogue non exhaustif des traitements conservateurs par les techniques de médecine régénérative qui regroupent en fait un ensemble de traitements qui sont censés favoriser la prolifération cellulaire et la cicatrisation. Donc, tout d'abord, les injections de plasma riches en plaquettes autologues pour les tendinopathies non rompues ou les ruptures partielles de la coiffe des rotateurs. Ensuite, on a les ondes de choc extracorporelles, en particulier pour les tendinopathies calcifiantes. La thérapie au laser de faible intensité qui devra être associée à la rééducation parce que c'est dans ce contexte qu'elle a montré une efficacité, notamment sur la douleur. Les injections d'acide hyaluronique et à l'avenir, probablement, les prometteuses thérapies par cellules souches. Donc, pour résumer la prise en charge des tendinopathies, la prise en charge médicale des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Donc, quand vous avez une tendinopathie calcifiante en phase aiguë, en crise hyperalgique, donc un traitement antalgique de première intention avec repos, glace, anti-inflammatoire. Quand cette douleur devient chronique, si votre épaule est raide, il faut bien sûr commencer par traiter cette raideur. Si l'épaule est souple et que la calcification est bien de type A ou B, vous pourrez utiliser donc les anti-inflammatoires, les ultrasons, dans un deuxième temps les infiltrations de cortisone dans la bourse sous-acromiale.
Si, en cas d'échec de cette deuxième ligne de traitement, si la calcification est dure, on privilégiera les ondes de choc extracorporelles. Si cette calcification est plutôt molle, on fera une ponction lavage-aspiration. Et enfin, en cas d'échec de tous ces traitements, on adressera le patient au chirurgien. En cas de tendinopathie non rompue, non calcifiante, donc la première ligne de traitement, c'est le traitement antalgique et la rééducation. En cas d'échec, on fera une infiltration de cortisone dans la bourse sous-acromiale, plus ou moins de l'acide hyaluronique. Et enfin, si on n'a pas d'efficacité de ce traitement, on pourra proposer des injections de PRP ou les ondes de choc extracorporelles. Et c'est pareil, si jamais rien n'est efficace, on adressera le patient au chirurgien. Donc pour les tendinopathies rompues avec rupture partielle, la conduite à tenir est sensiblement la même, sinon que les infiltrations de cortisone, elles se feront soit dans la bourse sous-acromiale, soit en intra-articulaire, en fonction du site de la rupture. Pour les tendinopathies rompues avec rupture transfixiante, là on commencera, moi je pense que c'est bien de commencer par demander l'avis du chirurgien. Et dans un deuxième temps, s'il n'y a pas d'indication chirurgicale dans l'immédiat, on fera un traitement médical, donc qui sera identique au précédent. Et en cas d'échec de celui-ci, on réadressera le patient au chirurgien. En cas d'omarthrose, là, on commence par demander l'avis du chirurgien et en fonction de sa décision, on effectuera un traitement médical ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ok, merci Céline. Donc maintenant, quelques petits cas cliniques pour tout le monde, communs, et qu'on va discuter tous ensemble. Donc le premier, homme 60 ans qui vient à votre consultation, il est retraité, il était enseignant. Il est actif et sportif et il a fait une chute en VTT il y a plus de 3 semaines et maintenant il a une grosse douleur à l'épaule avec une impotence fonctionnelle importante qui l'handicape et qui lui fait mal. Vous voyez, ses amplitudes, elles sont très limitées, surtout en abduction et en élévation antérieure. Il garde des amplitudes conservées en passif. Il vient vous voir avec cette radio. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, le désigner. D'abord au médecin, peut-être d'abord voir comment il voit ça, puis après on demandera au chirurgien. Donc là, on est dans le cas d'une rupture traumatique a priori. Donc 60 ans et actif, on va le considérer comme quelqu'un de jeune encore entre guillemets. Donc je pense qu'il faut demander directement l'avis au chirurgien. Et déjà, bien sûr, réaliser des examens un peu plus approfondis, au moins un arthroscan ou une IRM avant. Et puis donner parce que là, si on réalise un geste infiltratif, on va probablement retarder la chirurgie du fait de la potentielle action trop inflammatoire et pro-infectieuse des corticoïdes. Donc là, dans son cas, j'irai directement prendre l'avis au chirurgien. Voilà. Okay. Bien sûr, on soulage la douleur avant. Mais voilà. Et chirurgien Toujours kiné, on l'assouplit, ce patient. Arthroscanner, oui, plutôt chez un patient jeune, dans un cadre de rupture traumatique. Moi, je lui ferai quand même l'infiltration pour le soulager de corticoïdes, parce qu'on ne l'opérera pas tout de suite. Des ruptures traumatiques, on a un délai normalement, donc on va voir. Combien le délai ? Il faut que l'idéal dans les 3 mois jusqu'à 4-5 mois. Après, donc ça là, 3 semaines, tu te dis que tu as le temps de l'infiltrer, de voir les résultats, d'avoir les résultats de l'arthroscanner. Alors moi, j'appelle pour avoir l'arthroscanner rapidement. On n'attend pas un mois qu'il ait l'arthroscanner. Et ça peut le soulager. Alors il faut bien le prévenir que le problème, c'est si ça le soulage trop, à 60 ans et qu'il n'a plus de douleur alors qu'il a une vraie grosse rupture de coiffe, il faut bien lui dire qu'il est jeune et que s'il y a une vraie grosse rupture, c'est-à-dire pas qu'une petite rupture antérieure, même s'il récupère avec l'infiltration des bonnes mobilités, il faudra sûrement être agressif parce qu'il est jeune. Donc, mais d'abord IRM ou arthroscan. Ça tombe bien, en fait, il l'avait dans son sac, mais il ne te l'a pas donné. Oh, la chance. Par contre, tu n'as qu'une coupe. Donc, c'est une rupture, le tendon est rétracté au-dessus de la tête, donc un stade 2.
Donc c'est peut-être même les meilleurs stades pour le chirurgien parce qu'on a beaucoup de place pour voir. C'est pas les toutes petites ruptures où on a beaucoup moins de place et beaucoup plus de difficultés à passer. Là, 60 ans, pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est le traitement chirurgical, mais en ayant essayé d'assouplir un peu cette épaule. Okay. Philippe, quelque chose à ajouter ? Non, à peu près tout comme Damien, sauf que peut-être je ne l'infiltrerai pas. Parce que si je l'infiltre et qu'il va mieux, ça va être indéfendable de lui proposer la chirurgie. Parce qu'il ne va pas vouloir. Il va dire je vais bien et vous allez m'opérer, je vais galérer 6 mois et je vais mettre 6 mois à aller aussi bien qu'avant la chirurgie. Pourquoi je me ferais opérer ? Donc je ne suis pas sûr que je lui proposerai l'infiltration. Voilà, c'est le seul outil. Et pour vous, dans quel délai on peut opérer quelqu'un qui a été infiltré sans prendre de risque ? Enfin, sans trop en prendre. Pour moi, après une infiltration, un patient qui a été infiltré plusieurs fois, de toute manière, c'est un peu foutu. Hein. C'est difficile techniquement, qu'il y a eu 4-5 infiltrations. Il y a une bourse qui est très dure, on a du mal à voir. Je pense 1 mois. Ouais, pareil, 4 à 6 semaines. Ok. Est-ce que donc vous l'opérez, vous réinsérez sa coiffe, quel type de rééducation vous prescrivez ? Alors ça, on n'est pas tous d'accord, mais l'important c'est d'en débattre. Il y a beaucoup de gens dans la salle que ça intéresse. Alors est-ce que c'est pas du tout de rééducation pendant 1 mois et on commence dans 1 mois ? Est-ce que c'est auto-rééducation des J1 ? Est-ce que c'est de l'actif aidé des J1 ? Est-ce qu'il y a une attelle ? Combien de temps ? Alors, on va pas encore être d'accord, hein, je suis désolé. Moi, je vais le mettre. Il n'y a pas de 2 bonnes réponses. Non, c'est pour ça qu'il y a des attitudes attitudes différentes. Je vais l'immobiliser 4 à 6 semaines sur un coussin d'abduction, une petite abduction. Et je fais assez facilement commencer la kiné en passif d'emblée. Ok. Damien ? Alors, c'est comme j'ai appris. Donc, moi, je suis plus agressif sur l'immobilisation. 1 mois dans un gilet d'abduction. Alors, je suis en train un petit peu de changer pour les petites ruptures parce que je me dis on l'opère aussi pour la douleur, ce patient. Et au moins on l'agresse, cette épaule, au plus il y a de chances que le tendon consolide. De toute manière, la récupération d'une coiffe, elle est très longue. Hein. C'est 6 mois minimum. Alors, il y en a qui ont de la chance qui mettent 4 mois. Mais c'est 6 mois, il y en a qui mettent 10 mois, 1 an. Donc, je me dis qu'on n'est pas à 4 semaines près pour commencer la rééducation. Mais voilà, je suis en train un peu de changer. Et je pense que là, la balnéothérapie a toute sa place dans les premières semaines après la réparation. Dès le post-op immédiat, la balnéo ? Ouais, avec un pansement imperméable. Pansement étanche ? On va commencer ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions déjà là dans la salle ? Non ? Alors, est-ce que vous auriez fait la même chose si ce patient-là avait 75 ans et était plus sportif et plus sédentaire ? Voilà, en gros, une rupture traumatique, stade 1-2, voilà, du sus-épineux, isolé. Les médecins ? Connaissant l'évolution des ruptures de la coiffe à 75 ans sur une rupture stade 1 ou 2, s'il a pas mal et qu'il récupère fonctionnellement, l'indication opératoire peut être discutée, mais pas systématique. Ouais. En fait, pour moi, ça dépend vraiment du patient. Si c'est vraiment le même patient qui est un vrai sportif... Non, là, j'ai dit sédentaire, non actif, enfin non sportif, il fait des choses, mais retraité tranquille. Infiltration, mais pareil, là, c'est une rupture qui est traumatique, mais à 75 ans, qui est probablement sur un contexte un peu dégénératif. Infiltration, et on voit comment ça récupère. Mais il faut que dans les 3 mois, on ait pris notre décision, donc il faut le prendre rapidement. Parce que si elle garde cette épaule pseudo-paralytique, donc c'était vraiment une rupture traumatique de la coiffe, et là, il vaut mieux la réparer, même à 75 ans. D'accord, mais tu commences par un traitement médical et je pense que c'est le message à dire, c'est que chez les patients jeunes, actifs, rupture traumatique, sur coiffe saine, on aura plus tendance à les opérer rapidement, alors qu'à partir d'un certain âge et en fonction bien sûr du contexte médical et social de la personne, voilà, il se discutera plus un traitement médical pendant au moins 3 mois et on rediscute. Mais sur la coiffe traumatique, on reste quand même très agressif, même s'il est un peu âgé. Hein. Voilà, si c'est traumatique, vraiment traumatique, et qu'il a une épaule pseudo-paralytique, c'est rééducation tout de suite. Si ça ne marche pas, il va falloir agir. Peut-être qu'on peut préciser qu'en fait, ça dépend aussi des tendons atteints, parce que là, on parle que du sus épineux, mais si
si c'est un s'il y a un infraépineux associé ou un sous-scapulaire, ce sera pas la même. La récupération fonctionnelle ne sera pas la même. Donc ça va aussi dépendre de ça. Oui, le tendon du sus-épineux est finalement le moins important pour la stabilité de l'épaule. Et l'épaule a surtout besoin de 2 haubans, un auban antérieur avec le sous-scapulaire et un auban postérieur avec le sous-épineux et le petit rond. Et c'est vrai qu'une rupture du sous-scapulaire est plus grave et on sera plus agressif sur une rupture du sous-scapulaire qu'un sus-épineux. Ok. Allez, deuxième cas, 50 ans, travailleur manuel, pareil, sportif, bien. Par contre, lui, il a eu des douleurs d'apparition progressive, d'horaire mixte, sur son côté dominant, sans notion de traumatisme. Donc ça fait plus de 6 mois, il a déjà fait plusieurs mois de kiné, de rééducation qui est partiellement efficace. Il a des mobilités qui sont diminuées mais conservées. En actif et en passif. Son testing, donc ça montre un sus-épineux douloureux ou atteint. Un biceps un peu douloureux à la palpation. Pas de choses particulières sur le sous-scap, le sous-épineux. Un yokum qui est positif, donc c'est pour le conflit sous-acromial, mais elle est souvent positive cette manœuvre. L'articulation acromioclaviculaire non douloureuse à la palpation. Est-ce que vous demandez des examens complémentaires et lesquels ? Oui, durant la durée d'évolution, il faut au moins demander un bilan radio-échographique. Qui semble plus. Et tu as même demandé l'arthroscanner en plus. Les voilà, et voilà les comptes rendus qui vont avec. Mais tu avais fait l'écho, parce que c'était le même compte rendu entre l'écho et l'arthroscanner. Donc la radio, rien de particulier, et on retrouve une rupture du sus-épineux stade 2, avec une amyotrophie, une dégénérescence graisseuse du sus-épineux stade 1. Quel est votre traitement chez cet homme de 50 ans, actif et travailleur manuel ? Il a 50 ans, il est actif, il est sportif, il a une belle rupture de coiffe qu'on peut encore réparer, il faut y aller. Ça fait 6 mois qu'il galère, donc j'y vais. Et si ça faisait pas 6 mois ? J'aurais été un petit peu plus attentiste, j'aurais fait faire un petit peu de kiné, mais quand même pas trop longtemps, parce qu'il a que 50 ans et qu'il est garagiste, et si on veut qu'il puisse continuer son activité professionnelle, il faut pas trop tarder. Alors s'il est à son compte, il va pas vouloir s'arrêter, donc il ne voudra pas se faire opérer, mais s'il est employé, il faut. Pour ma part, je pense que j'aurais juste attendu pour lui proposer l'opération d'avoir l'arthroscanner. Parce que 50 ans, une rupture de coiffe, et surtout c'est une. Oui, non, mais je veux dire, en fait, j'attends pas de le rééduquer, c'est-à-dire que même si je le vois à 1 mois ou à 2 jours, qu'il a une rupture de complète du supraépineux, parce que en sagittal, il n'y a plus rien du tout. Sur les coupes sagittales, il faut les réparer. C'est pas la petite rupture antérieure de 3 mm où ça a été prouvé que ça sert à rien de les opérer, parce qu'en plus c'est ceux qui mettent le plus de temps à récupérer. Là, c'est une rupture complète, il faut être très agressif. Okay. Très bien. Je crois que tout le monde est d'accord. Alors maintenant, on passe à un autre type de pathologie. Une femme de 50 ans, commerciale, non sportive, gauchère, avec des douleurs d'apparition progressive et croissante de l'épaule gauche depuis maintenant 8 mois, qui l'empêche de dormir, elle ne peut plus travailler, elle ne va pas bien du tout. Elle ne supporte plus les médicaments, elle n'en peut plus. Vous avez fait elle a eu une infiltration qui a marché 7 jours sous acromial, et elle en a marre d'être rééduquée parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas de progrès. Ses mobilités articulaires en actif sont bien limitées et l'empêche de travailler parce qu'elle conduit beaucoup. Elle garde une épaule souple en passif. Le testing de la coiffe, il est douloureux et positif sur tous les tests. C'est pas très significatif comme test. Vous avez demandé la radio et l'écho qui arrivent, qui sont là, avec les comptes rendus qui vont avec. Donc sur la radio de face et de profil, vous voyez cette grosse calcification au niveau du sus-épineux, qui est confirmée par l'échographie. Pas d'anomalie particulière, ni sur le biceps, ni sur les autres tendons de la coiffe, avec une grosse bursite. Alors, vas-y, Julien. Je te sens. Ça te dégaine vite. Déjà, tout le problème des calcifications, c'est déjà savoir si c'est elle qui est responsable de la douleur. Là, on a plutôt une bursite qui est associée, qui peut aussi expliquer le problème.
On sait que les infiltrations sous-acromiales sans guidage, c'est 60% de chances d'être dedans et donc 40% loupées. Donc c'est possible que si elle n'a pas été faite sous guidage, elle n'ait pas été au bon endroit. Donc moi, ce que je ferais dans un premier temps, c'est continuer bien sûr la kinésithérapie, faire une infiltration guidée dans la bourse, de voir ce que ça donne. Si c'est pas efficace, éventuellement des ondes de choc. La calcification étant dense, là, tout ce qui est ponction, trituration, peut-être que c'est un peu... d'autant plus qu'on a l'impression qu'elle est un peu à la face profonde du tendon. Donc c'est là où on les a le moins bien. Donc je ferais plutôt comme ça dans un premier temps. Voilà. Donc deuxième infiltration, poursuite de la kiné avec un traitement médical. Tout le monde fait Oui, ça. pareil. Et j'insiste aussi sur l'échographie. Je pense que c'est primordial. Pour moi, alors, je suis sûr qu'il y en a qui le font encore. Hein, c'est difficile d'en tenir compte devant le patient. Si elle n'a pas été éco-guidée, on n'est pas sûr qu'elle était au bon endroit, donc il faut la refaire. L'infiltration. Et l'échographie nous dira aussi, par rapport au traitement onde de choc et ponction, lavage, infiltration, si la calcification est dure ou molle, parce que c'est pas les mêmes indications. Enfin, la ponction lavage marchera pas sur une calcification qui est dure, et ça se voit à l'échographie avec un cône d'ombre postérieur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et ce traitement, vous le poursuivez combien de temps ? Si elle revient vous voir 3 mois plus tard, toujours pareil, après l'infiltration éco-guidée, ce sera 11 mois. On n'a pas fait de ponction trituration. Non, là, on n'a pas fait. Bah, c'est soit ça, soit sous arthroscopie. D'accord. Oui, alors avec Philippe, on n'est pas forcément d'accord. Toi, tu fais beaucoup de ponctions, on fait faire beaucoup de ponctions infiltration. Alors, bon, j'ai pas ton expérience, mais j'en avais eu 2-3 à Paris dans le service où la ponction, elle avait été incomplète et on était retourné sur une calcification qui était de stade A, donc bien homogène, et s'était transformée en stade 3, et donc on n'avait jamais réussi à vraiment la vider. Donc les grosses calcifications, je suis plutôt, ou les stades 2, aussi bien homogènes, mais il y en a plusieurs, je suis plutôt chirurgical, en sachant que le problème de la chirurgie sur les calcifications, c'est que les calcifications, elles sont dans le tendon, et on est soit dessous le tendon, soit au-dessus, et on ne les voit pas forcément. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je pense que l'avenir, c'est quand même l'échographie. Alors, soit un marquage échographie, c'est-à-dire que comme pour les cancers du sein, on met un petit hameçon sur la calcification qui est fait, donc le radiologue ou le médecin échographiste met son harpon, et nous, tout le matin de l'intervention, et nous, l'après-midi, on y va, et on voit le harpon planté dans la calcif, et donc on la repère facilement. Ou sinon, c'est l'échographie au bloc opératoire, comme c'est en train maintenant d'arriver. Toujours pour la ponction, lavage, aspiration, en fait, on sait qu'il y a des critères bien particuliers pour déterminer en fait de l'efficacité de ce traitement. Il faut que la calcification soit de préférence très volumineuse. Les meilleurs résultats, c'est avec des calcifications supérieures à 15 mm, je crois. Il faut que ce soit accessible. Bon, ça, c'est la personne qui réalise le geste qui peut en juger. Et il faut qu'elle soit molle. Voilà. Il y a aussi le problème dans les triturations, c'est que on a l'impression qu'on n'enlève pas grand-chose au final de la calcif. Et il semblerait que ce soit plutôt le chenal qu'on crée entre le tendon et la calcification qui permet que la calcification finalement se vide toute seule par la suite dans la bourse. Et que c'est ça qui va traiter le patient. Et donc c'est pour ça que le type de calcification est très important, parce que parfois ça ne peut ne pas se vider correctement. Et surtout pour les calcifications profondes, c'est là qu'on arrive le moins bien à faire ce chenal entre la calcif et la bursite, enfin la bourse. Et donc on peut être moins bon. Voilà. Ouais, je les confie assez facilement, d'abord pour une ponction trituration radio ou éco-guidée. Aussi pour qu'ils aient fait le cheminement global pour que ce soit défendable aussi d'un point de vue médico-légal. Et puis surtout, au bloc opératoire, il n'y a pas un gyrophare sur la calcification. Et des fois, même si elle paraît très grosse à la radio, on ne la trouve pas. Et en post-opératoire, aller voir le malade en lui disant « je vous ai fait 3 trous dans les pôles, j'ai bien fait le tour, j'ai jamais trouvé ». Sur la radio de contrôle, on a l'air un petit peu bête. Donc déjà, il faut bien leur expliquer en pré-op que ça peut arriver. Et puis, je crois qu'il faut avoir fait quand même tout le cheminement pour que ce soit parfaitement défendable. Ok. Oui. Vas-y. Il y a un mot sur le traitement par onde de choc.
C'est pareil pour les ondes de choc. En fait, ce qui a fait la preuve de leur efficacité, c'est les ondes de choc focales. Et l'efficacité, elle n'est pas immédiate. On juge vraiment de l'efficacité 6 à 12 semaines après l'arrêt du traitement. Et ce traitement, c'est maximum 6 séances. Ce n'est pas la peine d'en faire 20. Voilà, ça fait mal et ça n'aura pas plus d'efficacité. 6 séances en combien de temps? 6 séances sur à peu près une semaine d'intervalle, enfin une par semaine. En 6 à peu semaines. près. Ok, merci. Un avant-dernier cas. Maintenant, c'est une femme de 75 ans, retraitée, active, droitière, qui a, donc, dans l'interrogatoire, vous retrouvez la notion d'un traumatisme il y a plus de 15 ans au ski. Voilà, on lui avait dit que c'était une tendinite. Elle a eu un traitement médical bien conduit, elle a bien récupéré, elle était contente. Et puis là, depuis 8 mois, il y a une réapparition de douleurs sans notion de traumatisme, des douleurs plutôt d'horaire inflammatoire, avec des mobilités qui sont un petit peu limitées mais conservées. Elle arrive avec cette radio qu'elle a faite en ville. Qu'est-ce que vous faites ? Alors déjà, quand on a un espace sous-acromial qui est quasiment nul sur la radio de face, on sait que c'est forcément une rupture traumatique ancienne de la coiffe des rotateurs. Donc on est au stade d'homarthrose excentrée et forcément sur l'IRM ou l'arthroscan, il y aura une amyotrophie majeure, une infiltration graisseuse. Donc là, on est dans un cas d'homarthrose excentrée, même si on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'arthrose sur la radio. Mais il y a une acétabilisation de l'acromion. Pour toi, c'est pas très évolué ? À part que c'est ascensionné qu'il y a l'acromion, mais j'ai l'impression qu'en gléono-huméral, c'est pas catastrophique. D'accord. Tu lui fais un examen, tu l'infiles, tu l'opères ? Arthroscanner, là, parce qu'on profite de l'imagerie, ce qui a à la fois un rôle diagnostique et thérapeutique. Tu as une IRM. Donc voilà l'IRM. Elle s'est trompée d'examen, en fait, et toi aussi, dans ta prescription, tu as confondu avec un autre patient. Donc tu as prescrit une IRM. Voilà, donc c'est 2 coupes, mais tu as les autres coupes dans ta poche. Et donc tu as une rupture massive de la coiffe de rotateur. Massive, c'est plus de 2 tendons, avec une amyotrophie stade 3 du sus-épineux et du sous-scapulaire. Pas d'homarthrose majeure sur le bilan d'IRM, mais bon. Et là, on voit sur la coupe en Y le sus-épineux bien dégénéré, le sous-scapulaire peu, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fera plus pencher vers un traitement médical ou un traitement chirurgical chez cette patiente ? Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que tout dépend ce que veut la patiente à ce stade-là. Elle, c'est la douleur. Elle dit que les mobilités, elles s'adaptent bien, mais c'est surtout la douleur qui la dérange. Il est sûr que la réparation, c'est fini. Vu la myotrophie, voilà. Après, si on peut éventuellement tenter une infiltration, bien sûr, gléno-humérale pour sa douleur. Après, je ne suis pas sûr qu'on règle le problème à long terme, quoi. Donc, ce serait plutôt une prise en charge chirurgicale. Donc tu tentes avec elle un traitement médical si elle est d'accord pour retarder un peu l'intervention. Il n'y a plus d'urgence. Elle va y passer. Il n'y a plus d'urgence vu qu'on n'a pas de limitation, a priori, trop importante des amplitudes. C'est plutôt la douleur qui est importante. Donc, bien sûr, on continue la kiné pour essayer de garder et de encore gagner des amplitudes. Et puis, on va jouer sur la douleur aussi par la kinésithérapie. Et l'infiltration, c'est à faire si effectivement elle a du mal un peu à envisager la chirurgie ou sinon on pense qu'on peut la soulager assez longtemps avec ça. Mais c'est une discussion cas par cas à chaque fois. Donc là, comme c'est que la douleur, oui, l'infiltration pourrait la soulager, mais combien de temps, c'est la question. Okay. Oui, mais à 75 ans, moi je tente toujours le traitement médical. Parce que là, on ne peut plus réparer le tendon. Donc... même si elle gagne 3 ans, tant mieux pour elle. Elle aura gagné 3 ans sans chirurgie. Alors peut-être que ça marchera que 2 mois, mais il faut le tenter parce qu'on ne perd rien à tenter l'infiltration. Voilà. Donc on est dans le cas d'une rupture de coiffe irréparable, donc une infiltration de corticoïdes. C'est pas dans un cas d'homarthrose excentrée. Et toi, Philippe ?
Je suis tout à fait d'accord avec Damien. Eh ben, parfait. Ce d'autant qu'elle ne bouge pas trop mal son épaule, Ouais. 140, et si on se jette sur une solution chirurgicale, donc ce sera une prothèse inversée, il faudra quand même bien lui vendre le fait qu'elle ne bougera pas mieux. On a vu ce matin, c'est même pas 140 la moyenne, c'est plutôt 120-130 d'élévation antérieure et d'abduction avec une prothèse inversée. Donc elle aura moins mal, soit, mais elle bougera quand même un petit peu moins. Et sur les rotations, tu lui dirais qu'elle aura pareil? Eh ben, Elle a 40 et une rotation interne à T12. ouais, je l'espère en tout cas. Ouais. Oui, je pense pouvoir lui dire. Ouais, enfin voilà. Ok. Alors, si la patiente avait eu 55 ans et était parfaitement autonome, active et sportive, pourrait-on envisager un lambeau de grand dorsal pour sa rupture irréparable de la coiffe? En gros, la même patiente avec la même rupture, mais à 55 ans. Donc là, c'est une question aussi d'habitude des chirurgiens et des croyances des chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui ne croient pas du tout au lambeau de grand dorsal. Le lambeau de grand dorsal, c'est qu'on vient désinsérer le grand dorsal qui s'insère sur l'humérus, sur la diaphyse, et on vient le monter au-dessus, à la place du supraépineux. Et le but, c'est d'abaisser la tête humérale. La seule indication, c'est donc des ruptures irréparables de la coiffe chez des patients jeunes, donc moins de 60 ans, sans trop de comorbidité, avec des bonnes mobilités. Donc là, 140, oui, c'est pas mal, mais l'idéal, c'est vraiment la patiente jeune ou le patient jeune, moins de 60 ans, qui a même des mobilités complètes de l'épaule. Donc, son seul symptôme, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'avec le lambeau de grand dorsal, tu ne peux pas récupérer en plus des mobilités? Ça joue que sur la douleur? Ouais, quasiment, oui. Et il n'y a pas de plus de force avec un lambeau de grand dorsal. Donc un patient qui a une rupture de coiffe, souvent il a un peu une perte de force. Lui dire qu'on va lui faire gagner de la force avec le lambeau de grand dorsal, c'est pas vrai. Toi, Philippe? Ouais, je suis d'accord avec Damien. Et je lui confie d'ailleurs pour qu'il fasse le lambeau de grand dorsal. D'accord. C'est pas non plus c'est quelque chose qui est pédiculé. C'est pas. Enfin voilà, ça reste un grand mot et ça fait penser à beaucoup de choses, mais ça reste accessible pour pas mal de chirurgiens quand même. Ok, allez, un dernier cas et après ce sera fini et on sera juste un peu en retard. Femme de 38 ans, caissière en supermarché, droitière, qui fait du badminton en compétition, qui a une douleur brutale de l'épaule gauche en soulevant un carton au travail il y a 2 mois. Elle est donc toujours en arrêt, elle ne peut pas reprendre le travail. Elle vous dit qu'elle a une douleur qui irradie dans tout le moignon de l'épaule jusqu'au bras, et qu'elle a un accrochage douloureux là, à 80 degrés d'abduction. Elle a des amplitudes complètes, un testing de la coiffe qui retrouve un job positif donc pour le sus-épineux, à la fois sur la force et la douleur. Un biceps douloureux à la palpation, pas d'autre chose sur les autres muscles en dehors des signes d'un conflit sous-acromial avec un yokum et un IR positif. La radio, la voici. Alors, pour les gens de la table ronde, il y a un tout petit acromion crochu là sur le profil, mais c'est un stade 2, rien de particulier. Et elle a fait une écho et une IRM qui retrouvent... Ah non, en fait, vous l'aviez pas ça. Vous aviez une écho qui retrouve une bursite sous-acromiale avec une tendinopathie superficielle du sus-épineux. Quelle est votre conduite à tenir? Est-ce que vous faites d'autres examens complémentaires et quel type de traitement? 38 ans, douleur d'épaule, accident de travail, douleur brutale. Alors, 38 ans, donc c'est très jeune. Je pense que les patients jeunes, je m'oriente plutôt vers l'IRM. Donc là, je lui ferai faire une infiltration, donc a priori plutôt sous-acromiale, et une IRM, et pas un arthroscanner, parce que les lésions superficielles chez le patient, les tendinopathies de la coiffe chez le patient jeune, ça peut être fréquemment superficiel. Donc l'arthroscanner, on ne verra pas forcément. Donc en dessous de 50 ans, je fais plutôt des IRM que des Parce qu'on peut rappeler que l'arthroscanner, ça verra les tendinopathies, les ruptures partielles mais profondes du tendon et pas superficielles, puisque le produit de contraste est passé dans l'interligne articulaire. Donc ok, infiltration IRM pour tout le monde, c'est ça? Et kiné, ouais. Et kiné. Moi, j'aurais simplement fait l'infiltration. J'aurais attendu de voir ce que ça donne. Mais l'IRM dans un second temps, si ça évolue pas bien. Et tu la revois combien de temps après l'infiltration? Un mois, 2 mois? Un mois. Un mois après infiltration? Pour voir, normalement c'est entre 48 heures et 10 jours maxi que ça doit être efficace. Donc si c'est pas efficace, moi je ferai l'IRM à ce moment-là. Ok, et donc on voit ça à l'IRM.
Ces petites ruptures partielles du sus épineux. Voilà, sans autre anomalie significative. Vous continuez la kiné. On continue la kiné. 3 mois, 6 mois. 3 à 6 mois, au moins 6 mois. PRP. PRP, tout à fait. Indication au PRP. Et après, bien, si elle est demandeuse de chirurgie, quand même bien l'informer que ce ne sera pas forcément la panacée, surtout si elle est en accident du travail. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est vrai que c'est même dans la littérature, on sait que quand la chirurgie, dans un contexte d'accident du travail, on récupère moins bien et c'est beaucoup plus long. Donc peut-être essayer de l'en informer. Ok. Les chirurgiens, faites pareil. Il manque juste en fait là les coupes sagittales, parce que sur une coupe comme ça, c'est difficile de dire, parce que la lésion, elle a l'air quand même assez grosse sur les coupes frontales, mais peut-être qu'en antéro-postérieur, elle fait 2 mm. Donc là, le traitement, il n'est pas chirurgical. Enfin, il faut se battre pour pas les opérer, parce que c'est les patients qui mettent le plus de temps à récupérer, c'est ceux qui vont mal. Donc, si c'est une toute petite lésion, il faut tout tenter. La kiné, les corticoïdes, les PRP, le but, c'est de ne pas les opérer. Après, si rien ne marche, on les opère, mais il faut leur prévenir que c'est ceux qui ont le plus mal en post-op et qui mettent le plus de temps à récupérer. Et elle te dit, mais j'ai un acromion crochu, vous pouvez pas me le raboter un peu mon acromion, comme ça quand je vais lever le bras, ça va pas frotter sur mon acromion et ça va mieux marcher. Et j'aurai moins mal à l'épaule. Alors pour moi, son acromion, il est parfaitement normal. Elle est née comme ça. Donc pour moi, il n'est pas du tout crochu. Alors c'est vrai que dans la classification, c'est un stade 2, mais moi je leur dis que c'est pas du tout ça, un acromion crochu. La classification d'Aile grande, ouais. c'est ça ? En cours. Non, pour moi, les conflits en abduction, c'est quand il y a un bec qui est externe. C'est plutôt sur la radio de face qu'on voit ça. Et s'il y a un bec externe, c'est plutôt des acromioplasties latérales qu'il faut faire. Toi, Philippe ? Ouais, je suis assez d'accord. Il faut se battre pour pas l'opérer, d'autant que c'est un accident du travail et que ça va être une galère absolue. Ouais. Ah oui, et moi je l'adresse après à Philippe. C'est ça. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur cette session et cette table ronde ? Oui. Mais en fait, on pouvait pas l'opérer, on pouvait pas lui réparer la coiffe. Donc de toute manière, ça sera forcément la prothèse inversée. Donc qu'on la fasse dans 1 an, 6 mois ou 10 ans, c'est pas grave. Ce que tu voulais dire, c'est jusqu'à quel âge on peut faire une prothèse inversée ? Ça dépend des comorbidités du patient, mais 1000 ans à peu près. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge supérieur. 90 ans. C'est l'anesthésiste qui nous dit, là maintenant tu rigoles, là, ça ne va pas le faire. D'autres questions ? Oui, là-bas il y a une question. Ouais, ça marche beaucoup moins bien que pour les épicondylites, mais c'est des patients qui vont aller très mal si on les opère. Donc ça marche quand même pour certains patients, même si c'est 1 sur 5, c'est pas grave s'il y en a 1 sur 5 qui finit pas au bloc là, parce que c'est des patients qui sont très compliqués à suivre après, ils vont vraiment pas bien. Donc il faut tout faire, et si ça l'améliore, même si ça a un effet psychologique, tant mieux. Céline, tu voulais dire un truc parce que tu as fait la biblio sur les PRP ? J'ai refait la biblio là, sur les PRP en faisant le petit topo. Et là, il y a une méta-analyse de l'American Journal of Sport Medicine de 2017 qui montre quand même que ça améliore la douleur et ça les améliore sur le plan fonctionnel. Donc je pense qu'il faut le tenter. Voilà. Oui, en fait, c'est aussi même sur les injections intratendineuses, les petites ruptures antérieures, celles pour lesquelles je vous ai dit qu'il ne faut pas les opérer. 2 mm antérieur, c'est vraiment pas grand-chose. L'injection intratendineuse, alors bien sûr, comme on l'a dit, il y a plusieurs PRP. Donc de certains PRP, a priori, ça marcherait même dans la régénérescence du tendon. Donc voilà. Mais ça, on n'en a pas l'expérience. Après, ce qui est compliqué avec les PRP, c'est toujours ce problème d'homogénéité de préparation du PRP. En fait, il y a différents en fonction des machines, en fonction de la préparation des études, c'est différents de concentration de plaquettes, il y a avec ou sans globules blancs, et donc c'est pour ça qu'on a du mal vraiment à prouver l'efficacité, mais bon, faut le tenter, je crois.
Je sais pas. J'ai- Non, je connais pas. Non, c'est fini ça, Non. je crois. C'est fini, ouais. Mm. Il y a pas de, ça n'a pas montré d'efficacité, donc on n'en fait pas. Ok. Ben, merci à tous pour votre participation et pour cette dernière table ronde et cette belle journée. Merci à tous.